Bonjour à toutes et bienvenue dans ce nouvel épisode du Courrier de la Sterne. Alors comme vous pouvez l'entendre, il n'y a pas Sophie avec moi. C'est pour la première fois que justement nous allons faire un épisode séparé puisque je suis actuellement au musée du Quai Branly. Je vais avoir l'occasion de vous présenter l'exposition Plumes du Paradis. C'est jusqu'au 8 novembre prochain et c'est une exposition que je vais avoir l'occasion de présenter avec Magali Mélandry et Stéphanie Chattart, c'est ça? Je prononce bien, parfait. Comment allez-vous, mesdames? Nous allons très bien, merci. Oui, fort bien, très très heureuse de vous accueillir dans ce contexte. Mais c'est nous qui sont vraiment privilégiés d'être présents pour parler justement d'un oiseau absolument formidable, mais aussi d'une exposition qui l'est tout autant. J'ai eu l'occasion de la visiter. On va dérouler un ensemble de questions qui va baliser quelque part un peu l'exposition. Avant de commencer tout ça, peut-être que vous découvrez le Courrier de la Sterne. Il s'agit d'un podcast sur les oiseaux. Toutes les semaines, on se réunit avec Sophie. Malheureusement, Sophie est en Afrique du Sud, elle ne peut pas se joindre à cette conversation. Mais on la retrouvera quand même dans quelques questions au fur et à mesure de cette interview. Et donc toutes les semaines, on revient soit sur nos découvertes ornithologiques que l'on a fait avec Sophie lors des 7 derniers jours, soit nous avons l'occasion d'accueillir de temps en temps des invités dans des occasions un petit peu particulières. Alors mesdames, je vais vous demander de vous présenter Magali Mélandry. Oui, bonjour, moi je suis responsable de l'unité patrimoniale Océanie et Insulinde au musée du Quai Branly et je suis conservatrice du patrimoine. Et Stéphanie, du coup? Alors, je suis commissaire indépendante, donc co-commissaire de cette exposition et historienne de l'art, et émerveillée par toutes sortes de découvertes. Donc, nous découvrons en effet votre podcast aujourd'hui, sachant que cette exposition, c'est vraiment le récit de découvertes au pluriel. On va parler effectivement de beaucoup de découvertes, on va avoir l'occasion de parler d'histoire, on va avoir l'occasion de parler d'ethnologie, on va avoir vraiment l'occasion de revenir quasiment sur 20 siècles de présence de l'oiseau de paradis dans la culture. Mais justement, première question, comment elle a abouti cette exposition? Quel fut l'élément déclencheur pour sa matérialisation? L'élément déclencheur de ce projet d'exposition, il est l'envie de donner à voir plus précisément la richesse culturelle de l'île de Nouvelle-Guinée, cette grande île située au nord tout au nord de l'Australie, qui est la seconde plus grande île au monde, qui est aujourd'hui divisée entre un État indépendant de la Papouasie-Nouvelle-Guinée et un ensemble de provinces qui appartiennent au gouvernement indonésien. Le musée du Quai Branly conserve un ensemble tout à fait significatif d'objets provenant de cette grande île de Nouvelle-Guinée, environ 7000, et pour autant ce sont des objets et des sociétés qui sont peu connus de notre public, ou en tout cas mal identifiés, et en tant que conservatrice et ayant la responsabilité des collections océaniennes, il me semblait important d'essayer de proposer un récit qui emmène les visiteurs en Nouvelle-Guinée, mais sous un angle un petit peu plus original ou peut-être plus inattendu pour eux, et de montrer que bien que très lointaine, l'histoire et les liens et les relations d'échange et les relations commerciales ont amené l'Europe à se rapprocher de ces zones lointaines. Et je connaissais de longue date les travaux, les recherches menées par Stéphanie Chattart autour des oiseaux de paradis, dont on sait qu'ils sont endémiques de cette grande île de Nouvelle-Guinée. Et c'est par ce récit et grâce aux recherches de Stéphanie que l'idée vraiment de monter une exposition autour de ce sujet est née. Effectivement, on a parlé des oiseaux de paradis, on va rapidement les présenter. Donc grosso modo, on est sur un groupe d'oiseaux qui compte entre 44 et 45 espèces en fonction des différentes études scientifiques, des dernières études qui sont sorties. On est sur un groupe assez, on va dire, différencié, 17 genres d'oiseaux assez particuliers, qui ont plusieurs caractéristiques, la principale étant la plus connue et ses plumages quelque part extravagants, mais ce n'est pas le cas de tous les paradisiers parce qu'on retrouve par exemple le paradisier corvin qui, comme son nom l'indique, possède un plumage assez proche finalement de ce que l'on peut côtoyer parmi nos corvidés actuels, et pour cause, parce que justement ces oiseaux sont assez proches de la famille des corvidés. Alors il y avait une espèce de
il y avait pas forcément, il y a un consensus scientifique qui se dégage sur cette idée, sur le fait justement que les oiseaux de paradis soient proches des corvidés. Ça avait été acté notamment par le Comité ornithologique international. Il n'y a pas énormément d'études qui remontent là-dessus, mais voilà, visiblement, ça a l'air d'avoir été accepté par une grande majorité des institutions ornithologiques, en tout cas des recherches que j'ai pu faire de mon côté. Mais voilà, une grande diversité d'espèces sur une toute petite partie géographique, puisque comme on l'a dit, on est sur la Nouvelle-Guinée, sur des îles annexes, et aussi une toute petite partie de l'Australie, la corne de l'Australie. Donc on est vraiment sur un univers géographique extrêmement petit. Voilà un peu tout ce qu'on pouvait dire sur les oiseaux de paradis, mais de toute façon, voilà, il suffit de taper oiseau de paradis, oiseau, parce que si vous tapez pas oiseau, vous allez vous retrouver avec la plante, et c'est pas ce qu'on veut nous. Nous, on veut parler de l'oiseau, vous allez vous retrouver avec des plumages assez exceptionnels, des danses exceptionnelles, mais on aura l'occasion d'y revenir. Justement, Magali, est-ce que c'est une exposition si différente pour le Quai Branly d'intégrer quelque part un univers autre que celui de l'histoire? Ici, on parle pour le coup de la présence d'oiseaux. Je ne pense pas que ce soit si différent, en tout cas, dans l'identité des expositions qui sont proposées au musée du Quai Branly. Le musée a à cœur justement d'avoir une diversité d'approches, d'avoir dans une même exposition une multiplicité de lectures. Je dirais qu'on a, avec cette exposition, tenté vraiment pousser l'exercice dans des développements extrêmement avancés, en ayant à cœur cette pluridisciplinarité de l'histoire des sciences, de l'histoire des arts, de l'histoire de la mode, de l'archéologie, de l'anthropologie, de l'histoire naturelle. Et c'est peut-être en cela qu'elle se distingue par cette très grande variété. Mais cette approche pluridisciplinaire, elle est profondément dans l'ADN du musée du Quai Branly, qui certes s'intéresse aux sociétés extra-européennes, mais les inscrit dans l'histoire, les inscrit dans des récits partagés, et en cela l'exposition Plume du Paradis répond à cette politique forte du musée. Ça veut dire quoi, monter une exposition? Parce que c'est quelque chose qu'on entend très souvent. Est-ce que ça a une affaire de lumière? Est-ce que ça a une affaire d'espace? Est-ce que ça a une affaire de pièces que l'on veut utiliser? Qu'est-ce que concrètement ça veut dire monter une exposition? Alors, je me permets de revenir, pardon, si je puis me permettre, sur les prémices de cette exposition, parce que, en effet, Magali et moi sommes toutes les deux spécialistes des arts d'Océanie, au sein desquels le paradisier est très présent. Le paradisier, ce corbeau extrêmement sophistiqué, si on peut résumer ainsi. Et donc, ce qui a motivé aussi cette exposition, ça a été des découvertes tout à fait extraordinaires, comme des représentations en fait des oiseaux de paradis dans des endroits tout à fait inattendus. Maintenant, pour répondre plus précisément à votre question, effectivement, le montage, ce qui s'est réalisé dans les toutes dernières semaines qui ont précédé l'exposition, c'est vraiment l'acmé de plusieurs années de recherche. Effectivement, ça inclut des éclairages, mais ça c'est presque la dernière touche, même s'ils sont conçus en amont. C'est bien sûr une sélection d'œuvres, de reproductions qui permettent aussi de donner du contexte aux œuvres qu'on peut présenter, mais c'est aussi une scénographie, et pour cela nous avons été accompagnés par une agence extrêmement talentueuse qui est l'agence VAST, qui a vraiment répondu de façon très positive et enthousiaste à la proposition qui leur a été faite, et ça c'est quelque chose qui nous a accompagnés finalement tout au cours du développement de cette exposition. La réponse est très positive. Donc monter une exposition, c'est un travail d'équipe. Il y a une mise en scène effectivement qui doit s'opérer, et tout un travail de conception qui permet d'avoir un fil directeur par lequel, si possible, on ne se perd pas. C'est pas évident parce que ce sujet est extrêmement divers, varié, et il y avait ce risque au public de dire si la mission était accomplie ou pas. Oui, peut-être pour compléter certains, en tout cas sur des éléments de chronologie, pour donner à nos auditeurs des repères.
le temps de la recherche, c'est le temps long, hein, et les travaux de Stéphanie et ses découvertes et ses recherches dans tous ces différents champs plus disciplinaires s'est déroulé, disons, presque sur une vingtaine d'années. Je dirais que le temps vraiment de mise en commun et d'émergence d'une conception, d'un concept, la mise en place d'un concept, puis vraiment tout ce travail de production de l'exposition avec ce travail collaboratif et collectif mentionné par Stéphanie, cela représente à peu près 3 années de travail. 3 années donc pour aboutir justement à l'exposition que les gens vont peut-être visiter à ce moment-là. Incroyable, incroyable. Stéphanie, vous avez déjà travaillé sur l'Oiseau de Paradis, sur quel type de sujet ? Alors ça, cette exposition, si vous voulez, c'est vraiment l'aboutissement d'une sorte presque travail de détective, d'enquête qui s'est fait de proche en proche. Et ça a surtout été des rencontres, en fin de compte. Des rencontres, des échanges, aller rencontrer Clifford Frist, par exemple, qui réside à Malanda, dans le nord de l'Australie, et qui est vraiment une sommité dans le monde dans le domaine de la connaissance des oiseaux de paradis. Donc, sur l'ouvrage qu'il a coécrit dans les années 90 avec Bruce Spiller a été ma bible pendant des années. Je ne suis pas ornithologue et je ne prétends pas l'être, mais ce travail est extrêmement abouti dans le sens où pour chaque entrée, si vous voulez, ils sont allés rechercher les noms vernaculaires des différentes espèces. Donc c'est vraiment un travail très très abouti. Il est également merveilleusement illustré, par exemple, par des planches ornithologiques. Et donc il y a eu des pistes comme ça qui ont permis de suivre les circulations de ces oiseaux de paradis. Alors évidemment, en tant qu'historienne de l'art, j'ai visité et recherché des collections privées et publiques à travers le monde. Vraiment, et puis après il y a eu parallèlement beaucoup de recherches dans la littérature scientifique des différents domaines. Alors mes travaux antérieurs, oui, j'ai peut-être parlé dans des conférences ou des choses comme ça, mais vraiment cette exposition c'est un aboutissement, mais encore une fois j'insiste, je serais trop insister là-dessus, c'est vraiment un travail de collaboration et de rencontre et de mise en commun de connaissances autour d'un sujet très stimulant, semble-t-il, pour beaucoup. On va parler de l'Oiseau de Paradis maintenant. Vous commencez votre catalogue d'exposition, c'est votre introduction, par l'Oiseau de Paradis est une constellation. Qu'est-ce que ça veut dire ? On revient toujours sur le même thème. Une constellation, c'est finalement un dessin imaginaire de liens qui se font entre des étoiles, et c'est la façon dont on les observe, et ce lien est très fort et permet une lecture peut-être un peu plus claire, si je puis dire. Nous nous sommes également inspirés d'un très bel objet qui est présenté dans l'exposition, qui est un globe céleste de Willem Blauw de 1622, qui nous offre une représentation des constellations, puisqu'on découvre que c'est dans ce début du XVIIe siècle que les constellations de l'hémisphère sud sont inventées, et notamment la constellation de l'Oiseau de Paradis. Et comme ces oiseaux de paradis sont des stars tout à fait éblouissantes, on a effectivement décliné à l'envi des jeux de mots autour de ces constellations, avec même un observatoire qu'on a installé dans l'exposition pour découvrir ces merveilles. La constellation, dans ce terme-là, dans l'introduction, c'était aussi une façon de remercier ou de faire référence à l'ensemble des personnes, des spécialistes, experts dans les différents champs que nous avons mobilisés dans cette exposition et qui nous ont accompagnés quasiment tout au long du développement de cette exposition, et surtout évidemment du développement de son catalogue. Et donc la constellation, ce sont aussi toutes ces voix et toutes ces expertises qui se croisent dans le catalogue de l'exposition.
Alors chaque exposition, vous êtes aidé par des délégations qui vous aident justement notamment dans la création de cette exposition. Là, vous avez été aidé d'une délégation Papou, il y avait je crois 5 personnes, si je dis pas de bêtises, on reviendra sur le nombre d'ici quelques instants. Cette expertise, elle est toujours nécessaire quand on construit une exposition et surtout comment elle se matérialise cette expertise. Elle se matérialise dans le chemin de l'exposition, des pièces qui vont être présentées, des choses qui vont être écrites justement pour présenter ces pièces. Oui, en effet, le musée du Quai Branly depuis de nombreuses années maintenant et au fil des expositions nourrit ses collaborations étroites avec des représentants de communautés autochtones dont nous conservons et nous présentons les œuvres. Et très naturellement, en pensant cette exposition autour de la Nouvelle-Guinée, puisque c'est quand même notre point de départ, il nous semblait incontournable et essentiel de pouvoir nous associer avec différents collègues de Nouvelle-Guinée pour penser le propos, son développement, et c'est comme cela que nous avons pu être guidés par au premier chef Myriam Soupouma, qui est une écologue de la conservation, qui a écrit une thèse sur les oiseaux de paradis et les environnements forestiers et les liens aux sociétés de Nouvelle-Guinée, les liens entretenus entre ces oiseaux, ces forêts et les humains. Et son expertise et son accompagnement nous ont été extrêmement précieux. Le musée, j'avais pu moi collaborer avec des artistes de la région du fleuve Sepik au centre du pays, avec lesquels nous avions en 2008 et 2009 présenté une exposition au musée qui s'intitulait Rouge Kuoma. Et ces artistes dont nous présentons 2 œuvres de leurs mains dans l'exposition. Mais ça a été aussi l'occasion d'entretien, de revenir avec eux sur la place du paradisier à la fois dans les usages et les pratiques sociales, mais aussi dans les récits et dans les mythes, et la façon dont cela se traduit picturalement aussi dans leur propre pratique. C'est aussi la possibilité d'être accompagné par Michael Mell, qui est également un artiste, performeur, auteur, qui connaît lui aussi, chacun ayant son identité, son origine, provenant des Hautes-Terres, provenance du Sepik, et donc pouvant partager avec nous aussi des points clés de la lecture de ces oiseaux en contexte en Nouvelle-Guinée. Et c'est leur sagesse, leur savoir qui émaillent, en tout cas pour la première et la dernière partie de l'exposition. Le parcours, leurs voix sont présentes dans l'exposition ou sont présentes dans le catalogue également. Donc c'est cela, cet échange et cette collaboration avec nos collègues de Nouvelle-Guinée. Oui, en effet, c'est un aspect tout à fait essentiel du développement de cette exposition et de la présentation que nous pouvons en faire aujourd'hui. Cette collaboration étroite avec nos collègues de Papouasie-Nouvelle-Guinée. Par ailleurs, il y a un autre aspect sur lequel je souhaiterais insister, qui est celui de l'art contemporain, vraiment du présent. Il y a une fâcheuse tendance à placer ces arts dans un passé un peu poussiéreux et un peu figé, qu'il faut vraiment corriger. C'est absolument indispensable. Donc, nous avons bien sûr réfléchi à toutes ces questions dans la scénographie. Et plus personnellement, au fil de mon parcours, je me permets d'ajouter que, en fin de compte, inscrire l'art contemporain, comme je viens de le dire, était essentiel, mais je n'étais pas forcément équipée des outils théoriques pour le faire, donc je me suis amusée à préparer un master de recherche sur les arts modernes et contemporains d'Asie-Pacifique, avec cette exposition en tête. Alors on va rester sur cette première partie, puisque grosso modo l'exposition est déclinée en 3 parties. Comment ces liens entre les peuples autochtones et les paradisiers se sont tissés et ont perduré surtout à travers le temps? Parce qu'il y a une notion de durée sur le temps long.
Oui, la durée sur le temps long, mais encore une fois dans le présent, ces liens ils sont présents au quotidien. On nourrit un lien avec son environnement, avec cette forêt nourricière qui a réuni les conditions pour le développement de ces corbeaux extrêmement sophistiqués. C'est effectivement cette richesse de cette biodiversité. La zone endémique des paradisiers est un foyer, c'est un environnement qu'on appelle méga divers, permet donc d'une part une ressource illimitée pour ces oiseaux qui n'ont donc pas besoin de déployer trop d'efforts pour survivre, loin de là, et ils bénéficient par ailleurs de l'absence de prédateurs en dehors d'un autre animal qui est l'humain. Pour parler du lien entre les sociétés elles-mêmes et ces oiseaux sur le temps long, oui, il faut déjà bien penser que l'île de Nouvelle-Guinée, elle est peuplée, pour faire un petit peu d'histoire et d'archéologie, elle est peuplée par les premiers humains il y a plus de 50 000 ans, 60 000 ans. Donc il y a une occupation déjà sur le temps long de cette grande île de Nouvelle-Guinée, et une occupation dans un environnement forestier qui est qui crée, qui n'est pas un lieu séparé. C'est sans doute là que les habitants de Nouvelle-Guinée nous apprennent beaucoup dans nos sociétés occidentales, qui a un petit peu séparé et mis dans et posé des frontières dans ce qu'on appelle entre nature et culture, ou entre ce qui est aujourd'hui un environnement ultra-urbain comparativement à des vies qui sont beaucoup plus fluides et beaucoup plus et où l'interrelation entre l'humain et le non-humain fait pleinement partie de la vie des gens, parce que ce non-humain, il n'est pas rejeté, il est intégré, il est incorporé, et il est lu culturellement comme signifiant. Et donc ces oiseaux, ces arbres, ce sont aussi des référents à des ancêtres mythiques, ce sont aujourd'hui des référents claniques. On est lié par son clan et celui de l'oiseau de paradis, ou d'un oiseau de paradis en particulier, évidemment, parce que il faut bien imaginer que les connaissances aussi locales sont extrêmement précises sur chacune des espèces, qui sont nommées individuellement et évidemment dans la diversité aussi de toutes les plantes et de tous les animaux qui peuplent ces forêts, et des éléments naturels, des arcs-en-ciel à la pluie, au vent, et donc tous ces éléments font sens et sont incorporés dans l'identité de ces cultures, dans la façon dont elles interagissent avec ces différents éléments. Donc ce lien, il est extrêmement ancien, il est constitutif. On a des témoignages archéologiques de représentations animales, hybrides, de pierres sculptées, qui montrent déjà cette interrelation avec le vivant, dans une relation culturelle, sociale, mythique, et en cela l'exposition a choisi ce focus sur l'oiseau parce qu'il est emblématique, en plus vraiment politiquement aussi, et dans une histoire plus contemporaine, en Papouasie-Nouvelle-Guinée en particulier, mais c'est avant tout une interrelation effectivement infiniment ancienne. Ancienne, mais un peu fragile, et justement une question de Sophie qui se posait, qui demandait est-ce que les communautés locales pratiquent l'utilisation durable des ressources autour de l'oiseau de paradis? On a des coiffes, on a des plumes qui sont utilisées lors des cérémonies, voire même de danses traditionnelles. Est-ce qu'il y a on va dire, une attention toute particulière au fait de préserver aussi l'oiseau de paradis? Oui, bien sûr, il y a une vraie conscience de la finitude des ressources, et il y a donc des méthodes de préservation de ces plumes précieuses qui sont utilisées dans l'ornementation, dans des rituels, dans des échanges. Donc traditionnellement, on utilise des fourreaux faits de fibres végétales ou peut-être des tubes de bambou qui sont fermés hermétiquement et qui sont placés
déplacer au niveau de la charpente, en tout cas en hauteur dans les habitations et au-dessus du foyer, de façon à bénéficier de la fumigation pour pouvoir protéger ces matériaux qui sont utilisés, réutilisés, réemployés saison après saison. Indépendamment de cela, il y a quand même une pression importante sur les populations des oiseaux par une pression démographique. Il y a donc des besoins qui sont accrus, des techniques de chasse qui ont changé. L'utilisation des armes à feu est une véritable catastrophe. Et certains écologues comme Myriam Soupouma et Grace Nugui ou d'autres, effectivement, parcourent en fait les différents territoires de la Nouvelle-Guinée pour éduquer et sensibiliser les différents groupes à des techniques qui permettent de préserver pour une durée plus longue ces ressources. Donc on avait peut-être la possibilité de conserver des plumes sur 5 ou 7 saisons en utilisant tout simplement un tube en PVC et une boule de naphtaline. On peut arriver jusqu'à 15 ans, voire davantage. Donc il y a une réalisation qui est là depuis toujours, mais une prise de conscience de la nécessité de préserver pour plus longtemps ces plumes si précieuses. Deuxième partie, là on va parler pour le coup d'histoire et de diffusion, de mondialisation même de l'oiseau de Paradis. Comment l'oiseau il est parvenu à mondialiser le passé? Alors c'est les oiseaux de Paradis bien sûr, mais c'est pas que eux. On a par exemple l'histoire de ce cacatoès qui se retrouve en Égypte, voire même à Venise. Comment les oiseaux sont parvenus petit à petit à mondialiser justement une partie du monde? Je pense que leur pouvoir d'émerveillement, partons peut-être de là, a sans doute favorisé cette circulation. On l'indiquait dans nos précédents échanges, localement, les pots séchés de paradisiers sont des biens d'échange entre les communautés de l'intérieur des terres où les oiseaux sont les plus présents, je dirais, et les populations côtières, et deviennent des ornements, des biens en tout cas précieux et valorisés. Les contacts attestés de longue date entre le monde de l'Asie du Sud et l'Asie du Sud-Est insulaire et le monde océanien avec ces côtes de l'île de Nouvelle-Guinée ou des îles avoisinantes qui sont aujourd'hui indonésiennes. Et ça, quelques siècles avant notre ère et au tournant de notre ère, atteste en tout cas, on sait que de premières relations d'échange existent dans cette profondeur chronologique, et que ce rôle d'objets précieux d'échange, des oiseaux, enfin des peaux d'oiseaux de paradisiers elles-mêmes, sont au cœur de ces relations d'échange. C'est le premier départ, il est là. Il est d'abord localement dans une relation d'échange, ensuite les premières mondialisations asiatiques et puis celles qui vont vraiment s'étendre à l'échelle de l'Europe, de l'Asie et avec l'Océanie vont évidemment multiplier et déplacer de plus en plus vers l'ouest ces peaux d'oiseaux. Mais toujours avec ce qui est un fil conducteur dans l'exposition pour montrer ces circulations, c'est la place tout à fait particulière d'attributs, de prestige, de valeurs tout à fait surnaturelles ou de qualités en tout cas exceptionnelles qui vont être conférées à ces peaux d'oiseaux de paradis lorsqu'elles commencent leur voyage et leur circulation au tournant de notre ère, depuis l'Océanie vers l'Asie et ensuite l'Europe. Oui, il faut également souligner l'importance du monde maritime dans ces circulations. On ne peut pas éviter de parler de l'archipel des Moluques, qui est au cœur
île aux épices aussi, qui est donc au cœur de ces circulations, et ces grands empires thalassocratiques qui dominent vraiment les circulations dans le premier temps temporel, donc cette première temporalité que nous décrivons dans l'exposition. Deux petites îles tout à fait importantes, petites par leur taille mais grandes par leur influence, qui sont celles de Ternate et de Tidore, avec des sultans qui contrôlent des aires de circulation tout à fait prodigieuses et maintiennent en fait leur contrôle pendant très longtemps. Et bien sûr, il faut parler de ces grandes routes maritimes de l'océan Indien, qui sont donc rythmées par le régime des moussons, qui permettent donc ces échanges dans un sens et dans un autre en fonction de la saison, et une circulation qui s'établit de proche en proche. On atteint dans une période suivante les grands empires musulmans, qui sont donc l'empire moghol, les empires moghols, safavides et ottomans, jusqu'à atteindre donc la Méditerranée, et on le montre aussi dans l'exposition Venise, où on réalise ce casque couronne absolument prodigieux qui orne, qui est proposé à Soliman le Magnifique, et qui est orné d'une magnifique plume de paradisier. Donc ces circulations, elles se font au long cours par voie maritime, et au sein d'un commerce très florissant et riche de ressources donc naturelles, terrestres et maritimes, comme les épices. Il faut vraiment voir les circulations des paradisiers en parallèle à la route des épices. Alors, j'avais intitulé ma prochaine question « Comment le statut de l'oiseau a-t-il évolué entre le XVIe et le XXe ?» Mais de ce que vous me dites, on n'est pas vraiment sur une évolution, on est plutôt sur ce qui va se calquer quelque part de l'Orient à l'Occident, avec justement toujours cette présence de cet effet de mode de l'oiseau de paradis. Si l'on se place dans le contexte occidental, européen, je pense qu'on peut quand même déceler une évolution d'appréciation de cet oiseau, de lecture de cet oiseau entre le XVIe et le XXe siècle. Quand on est dans le contexte naturaliste du XVIe siècle, dans le contexte de cabinets princiers ou de cabinets d'érudits et savants, dont on parle de cabinets de curiosité, on parle de chambres des merveilles, les naturalia, ces objets, ces spécimens naturels, ou les exotica, ces spécimens qui arrivent de contrées lointaines, participent quand même encore d'une lecture du vivant comme une création divine, une création de Dieu, et comment Dieu a ordonné le monde à travers ces différentes créatures du vivant. Donc l'oiseau, quand il arrive au XVIe siècle en Europe, il est quand même pétri de cette approche, et il est d'autant plus que les récits intermédiaires dans le monde asiatique que recueillent les marchands et commerçants et voyageurs européens sont celles d'un oiseau tout à fait surnaturel, qui est associé au pouvoir, qui va être aider les souverains au combat, qui pour les marchands musulmans est un oiseau qui vole éternellement, niche au paradis, et les taxidermies elles-mêmes et les corps de ces oiseaux extrêmement transformés quand ils arrivent au XVIe siècle en Europe sont sans pattes et vont durablement inscrire cet oiseau dans un domaine mythologique presque, et en tout cas surnaturel à minima, qui va perdurer jusqu'au XVIIIe, voire même au XVIIIe siècle. Donc l'appréciation et le travail des naturalistes, particulièrement au XIXe siècle, puisque c'est le moment où ces naturalistes qui ont jusqu'à présent étudié sur des peaux, sur des taxidermies et des spécimens, ces oiseaux, vont se déplacer en Océanie, en Insulinde, et vont observer ces oiseaux dans leur environnement naturel. Et donc là, c'est évidemment progressivement la construction d'un autre savoir, d'une autre appréciation de ces oiseaux, et d'autres formes aussi de représentation qui vont émerger. Donc on peut quand même lire entre le XVIe et le XXe siècle une évolution
des régimes de valeurs associés à ces oiseaux, des modes, des connaissances évidemment scientifiques, une meilleure connaissance scientifique progressive, et aussi des modes de représentation, des formes de représentation de ces oiseaux qui va également évoluer entre ce XVIe et ce XXe siècle. Alors pour illustrer tout ça, j'ai un commentaire de Jean-Hugues de Linchot, qui est navigateur hollandais, donc bien sûr le nom est francisé, et qui disait dans un de ses écrits: on ne voit jamais ces oiseaux vivants, mais on les trouve sur le sol une fois morts. Ils volent, dit-on, vers le soleil et restent continuellement en l'air, ce que vous expliquiez tout à l'heure, sans toucher terre, car ils n'ont ni pieds ni ailes, mais seulement tête et corps. Voilà un peu comment on décrivait quelque part l'oiseau de paradis à l'époque, et des témoignages comme ça, il y en a énormément. Là pour le coup c'est pris de l'ouvrage de Tim Laman et Edwin Scholes sur les oiseaux de paradis, mais voilà, il y a plein de commentaires de cet acabit-là. Oui, en effet, ces récits et ces interprétations se répètent à l'envi. Et même plus tard, alors qu'on a effectivement réalisé que ces oiseaux ont effectivement des pattes, ont effectivement des ailes, on le voit apparaître notamment dans la peinture occidentale, eh bien, on s'accroche à ce fantasme et on continue de représenter cet oiseau sans pattes ou sans ailes, peut-être pour prolonger donc ces imaginaires, ce côté mythique, mystique, surnaturelles, qui sont donc des qualités que l'on confère à ces objets extraordinaires, parce que c'est vrai que les premières personnes à rencontrer finalement ces peaux sont émerveillées. On comprend bien qu'il s'agit de quelque chose qui vient d'un oiseau. On voit bien les plumes, il y a quand même une forme générale. Pour autant, on ne comprend pas, parce que ces taxidermies sont préparées avec un tel soin et un tel talent qu'on ne distingue même pas les coutures qui résultent de l'extraction des pattes ou des ailes. Donc, il y a à la fois la fascination pour cette beauté. On comprend vaguement que c'est un oiseau, mais on ne peut pas l'expliquer. Et ce mysticisme, justement, il lui a été préjudiciable à l'oiseau de paradis. On va notamment rentrer dans tout ce qui va être mode, mais justement, vous l'expliquiez à l'instant, on a une évolution du statut de l'oiseau au 19e et au 20e, avec le fait justement qu'on l'interprète vraiment comme étant un oiseau, on va dire, plus ou moins classique, et c'est pourtant à ce moment-là peut-être où l'oiseau va être le plus en danger finalement. Oui, parce que ces voyages du 19e siècle par plusieurs naturalistes, dont, ici il faut en citer un, c'est bien sûr Wallace qui va à la fois les observer, les décrire, mais aussi les collecter, évidemment. Donc, plusieurs de ces espèces vont être collectées par Wallace, dans un contexte où se construisent les collections des muséums d'histoire naturelle en Europe, et où le besoin de spécimens s'accroît considérablement, et c'est l'un des vecteurs d'arrivée importante, en tout cas de collecte et un peu de course à l'oiseau importante dans cette seconde moitié de 19e, qui va déclencher un commerce accru qui va progressivement aussi toucher le monde de la mode. Donc je dirais qu'on a essayé de nous définir deux champs dans cette transition vers la troisième partie de l'exposition. C'est à la fois cette construction des collections des muséums d'histoire naturelle qui va être très compétitive et qui va mettre en jeu sur place des chasseurs locaux, les missionnaires, les naturalistes qui font du commerce eux-mêmes, et des intermédiaires aussi nombreux, néerlandais en particulier, qui vont abonder ces collections naturalistes, mais qui vont en parallèle aussi, par des changements aussi d'usage dans la mode et d'ouverture en fait et notamment du port des plumes, qui n'est plus un élément décoratif, des dés princiers royaux ou des attelages ou également des attributs masculins, comme ça a pu être le cas jusqu'à présent, mais le tournant vers le 20e, vers la dernier tiers du 19e et ensuite une bonne partie du 20e siècle, c'est cette forme de démocratisation, si je puis dire, de la plume, en tout cas d'un usage qui va être très associé au corps féminin,
avec une forme aussi de jeu de séduction dont on connaît les regards critiques, la lecture critique aujourd'hui, dans ce corps de la femme et cet enjeu de séduction, ou en tout cas d'en faire un objet de séduction, et la plume et les plumes exotiques, il faut là l'élargir, on n'est pas uniquement sur les oiseaux de paradis, mais cet attrait pour les plumes exotiques dans le milieu de la mode est lié à ces transformations sociétales aussi d'usage de la parure qui prend une ampleur très considérable dans ce tournant du XXe siècle. Mais justement, on va parler de l'intrication de l'oiseau et du statut de la femme à l'époque, parce qu'il y a une vraie intrication. Comment cette intrication, elle va se mettre en place? Comment elle va évoluer? Parce qu'on va avoir des femmes qui vont défendre les oiseaux et qui vont quelque part aussi défendre la place de la femme dans la société à l'époque. Oui, en effet. Donc, dans un premier temps, il y a une mode qui se généralise. On a vu dans les étapes précédentes de l'exposition que ces plumes sont quand même réservées à une élite, très souvent même à la royauté, aux souverains ou aux souveraines. Comme dans ce portrait magnifique du musée du Prado de la reine Marie-Christine de Bourbon de Sicile. Et puis donc à cette période donc d'industrialisation, d'émergence de cette classe bourgeoise, cette mode se décline et se déverse dans les parcs, dans les théâtres. Avec une profusion de créations tout à fait prodigieuses. Les créateurs s'en donnent à cœur joie, c'est vraiment une source d'inspiration. Et très vite, en fait, je pense que c'est par l'effet d'accumulation que il y a la naissance, en fait, d'une sorte de conscience. Il y a une page de magazine féminin qui est présentée dans l'exposition, qui est assez intéressante parce que c'est un moment un petit peu charnière. Là, on peut souligner aussi le rôle de la presse à cette période-là, où on a donc ces injonctions contradictoires qui sont faites aux femmes. On décrit donc ce catalogue de parures absolument prodigieuses, très séduisantes, mais en même temps on s'interroge sur le destin de ces petits oiseaux dont on a pris la vie. Et justement, on va continuer à parler de femmes, puisque dans l'exposition, il y a 5 portraits, je crois, de femmes qui sont présentés, qui justement ont participé à cette protection de l'oiseau de paradis, et même aux oiseaux au sens général du terme, que ce soit en Angleterre ou aux États-Unis. En quoi c'était important pour vous d'avoir cette planche, de leur rendre hommage? C'était important de montrer cette tension entre cette course et cet élan excessif d'usage des plumes, notamment dans la parure féminine, mais de montrer aussi que ce sont d'autres femmes regardant ces excès et ces déploiements outranciers de parures de plumes portées par des femmes elles-mêmes qui vont réagir et se manifester. On l'a déjà mentionné. Donc cette tension, elle était importante et elle nous permettait aussi de ne pas contribuer à caricaturer une mode féminine pour montrer que au sein même de la gente féminine, il y a eu des prises de position très fortes. Et des élans critiques qui ont été tout à fait fondateurs dans la construction ensuite des sociétés de protection des oiseaux en particulier. Nous avions depuis le début de toute façon du projet à cœur d'exposer cette histoire de la protection des oiseaux dans l'exposition. On savait que le sujet pouvait être sensible. Aujourd'hui, dans nos sociétés contemporaines, le rapport à l'animal, au bien-être animal, est une dimension à juste titre importante. Et donc ce récit qui est aussi très identifié de par l'histoire de ces sociétés de protection des oiseaux et la présence des femmes à la création de ces sociétés, il était évident pour nous qu'il fallait le présenter. On s'est appuyé aussi sur
dans nos recherches aussi sur des expositions antérieures ou évidemment une bibliographie qui montrait vraiment une bibliographie plutôt sur l'histoire sociale. Et là, ce sont notamment les travaux d'Anne Monjaret, qui est une des autrices du catalogue, qui parle de cette situation précaire, de tous ces ateliers de plumasserie et de ces petites mains de femmes majoritairement qui vont travailler à la préparation de ces peaux et de ces plumes pour venir intégrer ces parures. Et on avait pour nous là un regard un peu critique aussi à présenter, à proposer au public, en tout cas une réalité sociale qu'il ne s'agissait pas de cacher et qui participait aussi de la compréhension de ce mouvement qui va dénoncer à la fois cet extractivisme excessif, les conditions sociales aussi de travail associées à l'industrie de la plume, puisque c'est vraiment une industrie. On a fait un pas de côté aussi en mettant en regard dans l'exposition une photographie photographie prise par un missionnaire néerlandais qui montre en Nouvelle-Guinée un groupe d'hommes en train de préparer les peaux qui vont partir justement dans ces ateliers de plumasserie en Europe ou aux États-Unis, de montrer toute la chaîne opératoire de ces mains qui ont été au service et au détriment de ces plumes, tout à la fois. Et puis donc, je pensais à cette exposition qui a eu lieu en 2018 à New York, au Musée d'Histoire de New York, qui s'appelait Feathers et qui était une célébration du centenaire du Birds-Lacey Act de 1918 autour de ce traité d'interdiction de chasse et de commerce et de circulation des oiseaux migrateurs dans lesquels eux-mêmes avaient mis en avant un certain nombre de portraits de femmes engagées, militantes aux États-Unis en particulier. Nous, on a étendu évidemment l'exercice au Royaume-Uni avec la Société royale de protection des oiseaux et la duchesse de Portland en particulier, ou à l'Allemagne avec l'organisme NABU et Lina Halle qui était aussi qui a été à l'origine de cette société de protection. Oui, ce qui est quand même assez prodigieux, c'est de réaliser que les mouvements de protection du vivant, de la faune sauvage, ils sont nés des ligues de protection des oiseaux. Donc c'est quand même une histoire tout à fait singulière. Et donc, comme vient de le souligner Magali, l'histoire de ces ligues et de ces premières législations, elle est venue en réaction à cette course à l'ornement tout à fait frénétique. Donc encore une histoire remarquable en suivant la trace de ces oiseaux de paradis, puisque donc les mouvements de protection de la nature sont nés de cette exploitation. Et c'est des sociétés ornithologiques qui existent encore. On a par exemple la Audubon Society à laquelle appartenait Florence Bailey. On avait déjà eu l'occasion pour certaines personnes qui ont écouté de précédents épisodes de parler de cette dame, grande justement défenseuse des oiseaux, mais aussi on va dire une des inventrices de l'ornithologie contemporaine, notamment avec les guides ornithologiques. On a aussi en Angleterre Emily Williamson, on a Winifred Dallas York, qui ont collaboré ensemble, notamment à la création de la RSPB, qui affrontait quelque part le British Ornithologist Union, qui était tenu par des hommes, et les femmes n'avaient pas justement droit de citer aux British, donc du coup elles ont fondé leur propre société qui aujourd'hui est majoritaire par rapport au bout, mais on ne va pas spécialement rentrer plus dans les détails là-dessus. Mais bref, voilà, il y a énormément de parcours et ça fait plaisir de parler de femmes dans l'ornithologie. On a eu l'occasion d'en parler avec Manon Guillain. On parle pas assez des femmes et on les met pas assez souvent en valeur, donc c'était très très plaisant pour moi de voir effectivement qu'il y avait eu un petit espace qui leur avait été dédié. On parle de l'Occident, mais qu'en est-il en Papouasie-Nouvelle-Guinée ? Parce que on est pris quelque part dans cet engrenage finalement de tout ce qui va être justement la mode occidentale. Comment le pays va acter justement l'arrêt définitif du transport des oiseaux de paradis, de leur utilisation dans les plumasseries et dans la mode, on va dire, occidentale ?
Alors l'histoire nous amène vraiment dès le début du XXe siècle dans une île de Nouvelle-Guinée qui est alors sous domination coloniale. La moitié ouest de l'île est une colonie néerlandaise, le nord-est est allemand et le sud-est est britannique. Donc on a une démonstration tout à fait caractéristique de cette fin de 19e de l'impérialisme européen et dans les aires extra-européennes, et c'est les premières législations, enfin en tout cas les premières mesures, on peut pas parler de législation, mais les premières mesures de protection, elles datent quand même de ce contexte colonial, où on a des permis de chasse, des saisons de collecte d'oiseaux, de chasse d'oiseaux qui sont établies, notamment par les Allemands, et progressivement des mesures, que ce soit du côté néerlandais, allemand ou britannique, qui se calquent sur des mesures plus internationales qui commencent à se mettre en place aussi au début du XXe siècle, qui vont interdire l'exportation tout simplement de ces oiseaux. Après le grand traité international que va ratifier l'État de Papouasie-Nouvelle-Guinée en particulier, c'est la Convention de Washington entre 1973 et 1975. Enfin, la mise en place se fait sur plusieurs années, et qui là va véritablement être un texte et une législation que ratifie la Papouasie-Nouvelle-Guinée et qui aujourd'hui interdit toujours le commerce, l'exportation, même si dans la réalité, on sait qu'il y a des contournements, on sait qu'il y a du trafic illicite, pas uniquement sur les paradisiers, que ce soit du côté de la Papouasie-Nouvelle-Guinée ou du côté des provinces indonésiennes, parce qu'il y a quand même toujours une attractivité et de ces oiseaux qui hélas contournent la législation qui oblige normalement ces pays. On avait d'ailleurs parlé de ce sujet dans le courrier de la Sterne, où effectivement en Indonésie on a notamment les marchés aux oiseaux, et où effectivement des oiseaux qui étaient très communs fut 50, 60 ans, et bien maintenant ont disparu et sont remplacés par des espèces qui sont encore plus rares. Et donc forcément ça crée des soucis. On a effectivement des oiseaux de paradis qui sont présents sur certains de ces marchés indonésiens. Ce qu'on pourrait rajouter, c'est l'action en fait qui est les différentes orientations qui peuvent être prises localement. C'est pas simple, mais il y a quelques lueurs d'espoir malgré tout. Il y a donc cette pression démographique qui est tout à fait considérable, une urbanisation aussi, une espèce d'exode rural qui est à l'œuvre. Bon, ça c'est un phénomène mondial. Et en fait, ces populations urbaines, semble-t-il, elles sont en manque de ce lien très très proche que nous avons évoqué au début de cette émission, et donc avec un désir et peut-être voilà, donc comment dire, une sorte d'augmentation du besoin, ce qui est un vrai problème. Malgré tout, il y a de plus en plus de travaux qui sont menés par des spécialistes papous, qui ont une vraie connaissance du terrain, qui ont une vraie connaissance bien sûr des enjeux culturels, et qui font un travail de fond pour sensibiliser les populations à vraiment la finitude de cette ressource, la nécessité impérieuse de la préserver, et donc ça peut passer par peut-être le développement d'une forme d'écotourisme, des modifications des pratiques de chasse, la possibilité de pouvoir conserver les parures d'une saison à l'autre, comme nous l'avons indiqué. Certes, le commerce est interdit, pour autant il y a quand même une certaine forme de tolérance, parce que c'est vraiment des parures qui font partie de l'ADN des cultures, et les festivals sont très importants. Ils permettent de maintenir un lien social, ils permettent une expression de l'identité. Donc les peaux sont présentes.
Il y a peut-être un argument qui a été vraiment très utilisé aussi par l'industrie plumassière à l'époque, mais qui est une réalité aussi. Vous savez que les plumes les plus recherchées sont celles des mâles matures. Or, les juvéniles ont la possibilité de se reproduire, ce qui a probablement sauvé les paradisiers d'extinction jusqu'à présent. La plus grosse menace aujourd'hui, elle est liée à la perte de l'habitat et au changement climatique. Donc, le risque est évidemment tout à fait prodigieux, mais bon, on ose espérer qu'on peut quand même justement garder espoir. On avait eu l'occasion d'en discuter dans le courrier de la Sterne, et puis on avait parlé aussi justement de carcasses de vautours qui étaient utilisées à des fins rituelles en Afrique du Sud. On avait eu l'occasion d'y revenir et voir un peu comment tout cela a été mis en place, notamment avec les différentes associations de défense des animaux là-bas. Deux dernières questions. On parlait justement de la Papouasie-Nouvelle-Guinée au présent. Est-ce que, j'avais mis remarquer comment, mais je vais plutôt tourner en est-ce que l'oiseau est parvenu à unifier le pays, la Papouasie-Nouvelle-Guinée et même la partie comment dire occidentale, pas occidentale, mais la partie ouest. Et puis que reste-t-il finalement de l'oiseau de paradis, de son message pour les sociétés papoues qui elles aussi mutent quelque part, notamment à cause de cette mondialisation? Alors, l'oiseau de paradis, il est absolument présent dans la nation notamment de Papouasie-Nouvelle-Guinée, qui est donc née en 1975. On y consacre la dernière partie de l'exposition, la présence donc de l'oiseau de paradis. C'est quelque chose que nous avons pu constater de façon tout à fait évidente lors de la mission que nous avons eu le privilège de pouvoir mener en juillet dernier, puisque nous étions dans les préparatifs du jubilé, les 50 ans de l'indépendance de la Papouasie-Nouvelle-Guinée. Et l'oiseau de paradis est omniprésent encore aujourd'hui, et avec ce symbole justement unificateur de cette grande nation constituée de pas moins de 850 langues, autant de groupes avec donc chacun un lien plus ou moins fort avec le paradisier, mais quand même il y a donc ce symbole de l'envol de l'oiseau sur le drapeau même de la Papouasie-Nouvelle-Guinée. Cet oiseau qui s'envole, c'est l'envol d'une nation qui a été choisie dans les années qui ont précédé cette indépendance. C'est pas pour rien. Et il y a donc un adage aussi papou qui dit que l'oiseau peut bien s'envoler quand ces deux ailes battent ensemble, donc pour signifier finalement cette unité dans la diversité qui fait la force de ce pays. Et ça, c'est quelque chose 50 ans après qui est encore omniprésent. Un des artistes qui est présent dans l'exposition a représenté un paradisier, parce que le paradisier est omniprésent dans l'art, en lettres d'or, pour marquer donc le Golden Jubilee, donc les 50 ans de l'indépendance de la Papouasie-Nouvelle-Guinée. Donc oui, très très présent. Et la dernière partie de l'exposition aussi, on parlait du rôle des femmes dans la dénonciation, dans la protection et dans les mouvements de protection en Europe. Nous, on a aussi souhaité dans cette dernière partie faire ces récits de femmes dans le drapeau national lui-même et à l'origine le dessin en fait d'une jeune fille de 15 ans, Suzanne Cariquet, qui est décédée aujourd'hui, mais dont le dessin a été retenu lors du concours lancé par le gouvernement naissant pour trouver justement ce drapeau unificateur d'une nation aussi aux cultures aussi diverses. Et donc on a souhaité faire le récit aussi du travail, enfin de la création de cette jeune femme, de la même manière que si Myriam Soupouma nous a accompagnés sur le volet conceptuel et scientifique de l'exposition,
c'est aussi Grace Noogy, qui est une autre jeune écologue de la conservation, militante, et qui a accepté de nous prêter une robe tout à fait unique au monde, qu'elle a pensée, dessinée et co-réalisée dans une technique très caractéristique de la Papouasie-Nouvelle-Guinée, qui est ce qu'on appelle le biloum, et qui est une technique de nouage de boucles continues qui est utilisée, qui est une technique proprement maîtrisée par les femmes principalement, et qui sert à fabriquer des sacs qui sont un attribut à la fois masculin et féminin dans tous les groupes de la grande île de Nouvelle-Guinée, et qui est par les motifs, c'est une technique assez complexe, et dont les motifs permettent aussi de montrer l'identité d'un clan par les couleurs et les motifs. Et Grace Noogy et la personne qui l'a accompagnée dans la réalisation a repris cette technique pour réaliser une robe oiseau de paradis qui se prolonge par de grandes ailes faites avec cette technique de boucle, tout en laine colorée, multicolore, et elle a porté en fait cette robe dans le cadre d'un concours de beauté de Miss Bird of Paradise, Miss Papouasie-Nouvelle-Guinée, qu'elle a elle-même remporté en 2014. Et donc ça, on était très heureux de pouvoir présenter aussi cette robe qui montre également une économie en tout cas une création de la mode tout à fait importante depuis la fin des années 90 et le début des années 2000 en Papouasie-Nouvelle-Guinée, et qui est un moyen aussi d'émancipation pour les femmes, d'autonomie économique importante. Veuillez nous excuser pour les bruits du quotidien finalement, parce que mesdames après vont peut-être retourner travailler une fois cette interview terminée. Justement, dernière question, quel est le but de cette exposition? Qu'est-ce que vous voulez que les gens retiennent de cette exposition lorsqu'ils vont l'avoir vue? C'est justement tout ce passé et tout ce présent finalement qui lie l'oiseau de paradis et les sociétés autochtones ainsi que les sociétés occidentales. C'est la préservation justement de cet oiseau qui est encore à ce jour hyper importante. Quel est le message que vous souhaitez transmettre à travers justement cette exposition? Je pense que la motivation première, c'était par le biais de l'émerveillement et l'enchantement, faire le récit de cette histoire mondiale, mais également de repenser finalement notre relation au vivant, parce que on a bien réalisé que cet oiseau a fasciné, a émerveillé, a inspiré, et voilà, quel message on peut en tirer aujourd'hui dans notre rapport au vivant, alors que nous vivons des moments extrêmement difficiles et préoccupants. Les savoir-faire traditionnels écologiques rentrent au cœur de cette réflexion et de cette pensée. Je pense que s'il y a un message à tirer, c'est probablement celui-là. Oui, tout à fait, je rejoins Stéphanie, c'est ce message que l'on souhaite passer, peut-être un message aussi d'attention. On a, à travers le parcours, présenté des œuvres pour lesquelles le temps, l'observation, l'attention, vraiment, soit l'écoute attentive, puisque l'exposition est aussi traversée par des sons qui sont ceux de la forêt, qui sont ceux de ce cosmos forestier de Nouvelle-Guinée, et de ce concert d'oiseaux, mais de multitude de sons qui composent la bande sonore de la forêt en Nouvelle-Guinée, et nous avons eu la chance pour cela d'être accompagnés par un anthropologue du son, Steven Fell, qui travaille depuis les années 1970 en Nouvelle-Guinée. Et pour moi, cette question de l'attention, de prendre le temps d'une exposition, mais de prendre aussi ce temps dans l'exposition pour observer, comprendre, réfléchir, se laisser porter. Et ça, c'est aussi ce qu'on a travaillé avec la scénographie, avec la sélection des œuvres,
parce qu'on n'a plus beaucoup de temps dans nos sociétés. Donc prendre avoir cette attention aux choses et au monde, c'est aussi quelque chose qui est important pour nous dans le projet. Magali Mélandry, Stéphanie Chattard, c'est ça. Je suis désolé, vraiment c'est compliqué. Un très grand merci à vous deux d'avoir répondu à mes questions pour le courrier de la Sterne. On rappelle, Plume du Paradis, c'est au musée du Quai Branly, ça parle d'oiseaux de paradis, mais pas que, et ça se tient jusqu'au 8 novembre prochain. Est-ce qu'il y a quelques mots à rajouter autour de cette exposition ? Peut-être le fait qu'elle soit commentée, peut-être qu'il y a des ateliers, des animations qui vont être prévues autour ? Oui, on a effectivement composé un programme. Alors, il y a un audio guide qui vous permet d'être accompagné dans votre visite et dans lequel vous entendrez justement non pas seulement nos voix, mais surtout celles de nos collègues de Nouvelle-Guinée, Myriam Soupouma et Michael Mell en particulier. Le catalogue de l'exposition est vraiment pour nous un outil miroir et complémentaire et on a eu vraiment la chance d'avoir des auteurs passionnants qui se sont plongés qui maîtrisé ces sujets et qui ont accepté de les partager au plus grand nombre et ça c'est une vraie chance pour le projet. Et puis on a un cycle de cinéma aussi qui émaille le parcours, le temps de l'exposition du mois de juin avec la venue d'un chef Ouli, d'une figure que l'on connaît en France qui est Mundije Kepanga qui viendra présenter son film Les Gardiens de la Forêt et 2 autres films qui seront programmés à la rentrée en septembre et en novembre, pardonnez-moi, pour clôturer ce cycle de cinéma. Oui, et bien sûr des visites guidées par de merveilleux guides conférenciers qui se sont emparés du sujet. Ils ont l'air tout à fait enthousiastes. Et je me permets juste d'ajouter un son tout à fait exceptionnel dans l'audio guide, qui est celui du paradisier bleu en parade, quand il est en parade en présence d'une femelle. Et il n'y a que dans ces circonstances-là qu'il émet ce son tout à fait étonnant que je vous invite à découvrir grâce à l'audio guide qui a été réalisé pour cette exposition. Et je vous remercie beaucoup de votre accueil. C'est nous qui vous remercions, c'est moi qui vous remercie, un très grand merci de nous avoir fait le plaisir de venir pour nous parler de cette exposition dans le courrier de la Sterne. J'espère, chers auditeurs et chères auditrices, que vous avez apprécié cet épisode. Si c'est le cas, eh bien, n'hésitez évidemment pas à le partager autour de vous. Vous pouvez retrouver les précédents épisodes sur YouTube, mais aussi sur toutes les plateformes de streaming. Et si jamais vous avez des questions, eh bien, n'hésitez pas à les poser dans la description sur YouTube, dans les commentaires sur YouTube. Et si jamais il y a des questions à faire revenir à Stéphanie ou à Magali, on leur fera parvenir et on vous répondra tantôt une fois que ces questions seront transmises. Encore un très grand merci Stéphanie et Magali d'avoir été présents dans cet épisode spécial du courrier de la Sterne. Et nous on se retrouve la semaine prochaine, évidemment avec Sophie et toujours pour parler d'ornithologie. Salut à tous et salut à toutes!